Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous revisitons les exploits des plus grands stratèges de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans la vie de Jules César, le leader immortel qui a défié la République, conquis la Gaule et changé à jamais le destin de Rome. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à Stratégos pour continuer à explorer les esprits les plus brillants de l'histoire militaire. L'histoire n'est pas pour ceux qui l'observent, mais pour ceux qui osent l'écrire. Commençons. Partie 1. Naissance et famille. Le 12 ou 13 juillet de l'an 100 avant JC, dans les rues de la Rome chaotique mais grandiose, naissait un enfant qui allait changer à jamais le destin de la République. Son nom, Caius Julius César. Nul ne le savait à ce moment-là, mais ce nouveau-né était destiné à devenir l'homme le plus puissant de son temps. Sa famille, les Julii, appartenait à l'ancienne aristocratie patricienne de Rome, la gens Julia, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses. Non seulement c'était une famille influente, mais elle affirmait également descendre des dieux. Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, était, selon la tradition, l'ancêtre de sa lignée par son fils aîné, le fondateur légendaire de Rome. Ce lien avec les dieux n'était pas seulement un symbole de fierté. Dans un monde où politique et religion étaient étroitement liées, avoir une ascendance divine était une arme puissante pour légitimer le pouvoir. Mais bien que la gens Julia fût noble, la branche familiale de Jules César n'était pas parmi les plus riches ni les plus influentes de Rome. Comparé aux grands noms de la politique romaine, les Césars n'avaient pas le même poids. Son père, Caius Julius César, était sénateur et gouverneur de la province d'Asie, mais il n'atteignit jamais les plus hautes fonctions de l'État. Sa mère, Aurelia, provenait de la gens Aurelia, une famille plébéienne, mais de grand prestige. Aurelia était bien plus qu'une simple mère dans l'ombre. On disait qu'elle était une femme intelligente, forte, et qu'elle avait une grande influence sur la formation de son fils. C'est elle qui supervisa son éducation dès son plus jeune âge, lui inculquant discipline et ambition. Contrairement à de nombreuses mères romaines qui laissèrent l'éducation de leurs enfants entre les mains de tuteurs ou d'esclaves, Aurelia était présente, s'assurant que son fils grandissait avec les outils nécessaires pour réussir dans le monde politique impitoyable de Rome. D'un autre côté, son père représentait la tradition. En tant que sénateur, il espérait que son fils suivrait le même chemin, occupant des fonctions publiques et gravissant les échelons de la cursus honorum, la carrière politique romaine. Mais la politique romaine n'était pas seulement une question de mérite, mais aussi d'alliance et de trahison. Et César apprendrait cette leçon dès son jeune âge. Durant son enfance, Rome était un bouillonnement de crises. La lutte entre les populares, qui défendaient des réformes en faveur du peuple, et les optimates, qui représentaient l'aristocratie traditionnelle, était à son apogée. Une guerre civile se profilait et allait marquer le destin du jeune César. À peine âgé de 15 ans, Jules César connut sa première grande perte, la mort de son père. Avec son départ, la responsabilité de la famille retomba sur lui. Ce n'était pas le meilleur moment pour un jeune homme d'une famille sans trop de richesse. Mais le destin de César n'était pas écrit dans la pauvreté ni dans la médiocrité. Avec sa mère comme soutien et son nom comme bouclier, il allait commencer son chemin sur l'échiquier complexe de la politique romaine. Cet enfant né dans une maison patricienne de Rome n'était pas seulement un descendant de Vénus, c'était un stratège en formation, un futur général et un leader dont les ambitions dépasseraient celles de quiconque avait foulé le sol de la ville. Le destin de Jules César était en marche. Partie 2. Jeunesse et éducation. Rome était un monde d'ambition débordante, où seuls les plus astucieux et les plus audacieux parvenaient à survivre. Pour un jeune homme comme Jules César, le destin ne s'annonçait pas facile. Il était né dans une famille patricienne, mais sa lignée ne lui garantissait pas le pouvoir. Il devait se forger son propre chemin, et pour cela, il avait besoin de préparation. Dès son enfance, César reçut une éducation privilégiée, non pas dans l'opulence de l'aristocratie romaine la plus aisée, mais avec la fermeté de sa mère, Aurélie. Son instruction fut marquée par l'étude du latin et de la culture grecque.
éléments fondamentaux dans la formation de tout homme qui aspirait à la grandeur. La rhétorique, la philosophie et l'histoire devinrent ses armes les plus précieuses. Rome admirait la culture hellénique. Les hommes de pouvoir étudiaient les grands penseurs grecs, et César ne fit pas exception. Dès son jeune âge, il se passionna pour les enseignements d'Aristote, la stratégie d'Alexandre le Grand et l'éloquence de Démosthène. Mais surtout, il comprit l'importance de la parole. L'épée ne suffisait pas. L'art de persuader était la clé pour atteindre la gloire. Tout au long de sa jeunesse, César perfectionna son éloquence, maîtrisant la capacité d'influencer autrui. Sa rhétorique devint l'une de ses plus grandes forces. Tandis que d'autres nobles romains se limitaient à la politique traditionnelle, il comprit que la combinaison du charisme et du discours pouvait lui ouvrir des portes closes. Cependant, Rome n'était pas seulement un lieu de parole. C'était une ville de guerre. Et pour se distinguer, il ne suffisait pas de bien parler. Il fallait faire preuve de valeur sur le champ de bataille. César le savait, et c'est pourquoi il décida de compléter son éducation par l'expérience militaire. Il se forma aux arts militaires, à la discipline de la légion romaine, au commandement des troupes et à la dureté de la guerre. L'avenir d'un leader à Rome dépendait autant de sa capacité de commandement en politique que sur le champ de bataille. En 79 avant notre ère, son heure arriva. À peine âgé de 30 ans, il fut nommé questeur, le premier pas dans le cursus honorum, l'échelle des charges politiques à Rome. Sa nomination le conduisit en Hispanie, où il commença à démontrer son habileté dans l'administration et son instinct pour le leadership. Mais 79 avant notre ère fut aussi une année de perte personnelle. La mort de son épouse Cornélie et celle de sa tante Julia, la sœur de Caius Marius, marquèrent profondément César. Aux funérailles de Julia, il prononça un discours qui resterait dans les annales. Là, pour la première fois, il mit en avant son ascendance divine, rappelant que sa lignée remontait à Vénus, la déesse de l'amour. Ce n'était pas seulement un hommage à sa famille, mais une déclaration d'intention. Il était prêt à tout faire pour s'assurer une place parmi les grands de Rome. Jules César avait fait ses premiers pas dans la vie publique. Son intelligence, sa capacité oratoire et son ambition étaient déjà évidentes. Mais ce n'était que le début. Son ascension ne faisait que commencer, et Rome ne savait pas encore ce qui l'attendait. Partie 3. Les premières difficultés politiques. Rome n'était pas un lieu pour les faibles. La politique, la guerre et l'ambition façonnaient les hommes qui aspiraient à la grandeur. Et Jules César le savait. Son chemin vers le pouvoir ne serait pas facile, et les premières difficultés de sa vie ne feraient que fortifier son caractère. À 15 ans, il connut sa première grande perte, la mort de son père, Caius Julius César. Du jour au lendemain, le jeune homme devint le chef de sa famille. Sans grande richesse et sans position politique assurée, son avenir semblait incertain. Cependant, il n'était pas quelqu'un qui se contentait de la médiocrité. Son ambition le poussait à chercher davantage. Mais avant de conquérir Rome, il dut faire face à une épreuve inattendue. Durant sa jeunesse, alors qu'il naviguait en mer Égée, un groupe de pirates ciliciens le fit prisonnier. Ils exigèrent une rançon de 20 talents d'argent, mais César, avec une arrogance inhabituelle pour un captif, se moqua d'eux. Il leur déclara qu'il valait bien plus et leur ordonna d'augmenter la rançon à 50 talents. Les pirates, surpris par son audace, acceptèrent. Durant les 38 jours de sa captivité, il n'agit pas comme un prisonnier. Au lieu de supplier pour sa vie, il cohabita avec les pirates comme s'ils étaient ses subordonnés. Il leur donnait des ordres, les corrigeait lorsqu'ils parlaient de mal, et alla même jusqu'à leur promettre, sur un ton sérieux, que lorsqu'ils seraient libres, il les ferait tous crucifier. Les pirates rirent, prenant cela pour une plaisanterie. Mais César ne plaisantait pas. Une fois la rançon payée et libéré, il organisa une flotte, poursuivit les pirates et tint sa promesse. Il les captura tous et les fit exécuter. Cet épisode marqua son caractère. Il n'oubliait ni ne pardonnait. À son retour à Rome, avec une réputation en ascension, il sut qu'il ne suffisait pas d'être courageux. Il avait besoin de pouvoir.
d'influence et de la faveur du peuple. En 73 avant JRC, il se présenta comme candidat au poste de grand pontife, la plus haute fonction religieuse de Rome. Ce n'était pas seulement un poste symbolique. Il conférait prestige et autorité sur les institutions sacrées de la République. Sa victoire fut inattendue. Il affronta des rivaux plus expérimentés et plus riches, mais sa stratégie fut impeccable. Il n'hésita pas à s'endetter pour financer sa campagne, à soudoyer ceux qu'il le fallait et à promettre des faveurs à ses alliés. Lorsque les résultats furent annoncés, le peuple romain avait un nouveau grand pontife, Jules César. À partir de ce moment, sa popularité grandit. Il ne se limita pas à être un chef religieux. Il utilisa sa fonction comme plateforme pour étendre son influence politique. Il chercha des alliances avec des figures clés, comme Crassus, l'homme le plus riche de Rome, et Pompée, le général le plus puissant. Il sut jouer ses cartes, gagnant le soutien du peuple avec des mesures populistes et des discours captivants. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait davantage de son destin. César avait démontré être astucieux, ambitieux et impitoyable. Mais le jeu ne faisait que commencer, et dans l'arène politique de Rome, il n'y avait que deux options: triompher ou être détruit. Partie 4. Début de la carrière politique et Alliance Rome était un échiquier où chaque mouvement pouvait mener à la gloire ou à la ruine. Et Jules César ne savait pas seulement jouer, il était décidé à dominer la partie. Pour cela, il avait besoin d'alliés. Dans un monde où le pouvoir était tout, l'ambition ne suffisait pas, il fallait de la stratégie. César comprit qu'il ne pouvait pas avancer seul. C'est pourquoi il chercha le soutien de deux des hommes les plus puissants de son temps. Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome, capable de financer n'importe quelle campagne politique, et Cnaeus Pompée Magnus, le général le plus prestigieux, dont la réputation militaire faisait de lui une figure presque invincible. César était jeune et n'avait ni les richesses de Crassus ni l'expérience militaire de Pompée, mais il possédait ce qui leur manquait: du charisme et une vision politique qui pouvait unir leurs intérêts. Le pacte entre les trois fut connu sous le nom de Premier Triumvirat, une alliance secrète ayant un seul objectif: prendre le contrôle de Rome sans avoir besoin d'un coup d'État. Chacun tirait quelque chose de cet accord. César bénéficiait du soutien financier de Crassus et du pouvoir militaire de Pompée. Pompée obtenait des terres pour ses vétérans, chose que le Sénat lui avait refusée. Et Crassus espérait étendre son influence et assurer sa position au pouvoir. Mais l'ascension de César ne reposait pas uniquement sur des alliances. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement au Sénat, ni dans l'aristocratie, mais dans le peuple. Ses réformes étaient audacieuses et défiaient l'élite traditionnelle de Rome. Il proposa des mesures de redistribution des terres, favorisant les plus pauvres et les vétérans de l'armée. Il limita l'exploitation dans les provinces et régla les abus des gouverneurs corrompus. Chaque nouvelle réforme augmentait sa popularité, mais aussi la haine de ses ennemis. Le Sénat romain, dominé par les optimates, la faction aristocratique, voyait en César une menace croissante. Sa proximité avec la plèbe et son discours populiste allumaient les alarmes chez les conservateurs. Pour eux, César n'était pas un réformateur, mais un opportuniste qui sapait la République avec des promesses dangereuses. Mais César ne s'arrêtait pas. Il savait qu'il devait consolider son pouvoir avant que ses ennemis ne réagissent. En 59 avant JC, il réussit à être élu consul, la plus haute charge de la République. De cette position, il fit approuver des réformes qui bénéficiaient à ses alliés et consolidaient son contrôle sur Rome. Ces manœuvres politiques étaient de plus en plus risquées, et le Sénat commençait à se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple politicien. Jules César n'était pas seulement un homme ambitieux. Il était un stratège avec une vision claire. Les charges temporaires ni les victoires passagères ne l'intéressaient. Il voulait le pouvoir absolu. Et il y parvenait. Mais à Rome, la gloire et la trahison allaient de pair. Et César ne connaissait pas encore tous ses ennemis. Partie 5. Le premier triumvirat, en 60 avant JC. Les Rome était divisée par des rivalités politiques et des luttes de pouvoir.
Au milieu de cette crise, 3 hommes décidèrent de prendre le contrôle de la République dans l'ombre. Jules César, Pompée le Grand, et Marcus Licinius Crassus. Ensemble, ils formeraient une alliance secrète qui passerait à l'histoire comme le premier triumvirat. Ce n'était pas un pacte basé sur l'amitié, mais sur l'opportunisme. Pompée, le général le plus victorieux de Rome, était rentré triomphant de ses campagnes en Orient, mais le Sénat lui refusait la distribution de terres promises à ses soldats. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, cherchait plus de pouvoir et d'avantages pour ses affaires dans les provinces. Et César, jeune et ambitieux, avait besoin d'alliés pour consolider son ascension politique. César fut le cerveau derrière l'alliance. Avec son charisme et ses compétences diplomatiques, il réussit à unir 2 hommes qui, par le passé, avaient été rivaux. Pompée et Crassus ne se faisaient pas confiance, mais César les convainquit qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient contrôler Rome sans avoir besoin d'un coup d'État. La stratégie était simple. César serait élu consul en 59 avant JAC, et de cette position, il impulserait des réformes favorables à ses alliés. Avec le soutien de Crassus et de Pompée, et avec le Sénat incapable de les arrêter, leur plan commença à prendre forme. Lorsque César assuma le consulat, Rome vit s'imposer un nouvel ordre. Il savait qu'il devait agir vite avant que ses ennemis ne réagissent. Il proposa une loi agraire qui attribuait des terres aux soldats vétérans de Pompée. C'était une mesure populaire auprès de la plèbe et de l'armée. Mais elle rencontra une forte opposition au Sénat. Les optimates, la faction conservatrice, résistaient farouchement aux réformes de César. Mais César n'allait pas se laisser freiner. Lorsque le Sénat tenta de bloquer sa proposition, il fit appel directement à l'Assemblée populaire et obtint son approbation. Sa stratégie était claire, gouverner par le peuple lorsque le Sénat s'interposait sur son chemin. Son année de consulat fut marquée par une série de réformes qui renforcèrent son image et celle de ses alliés. Il réduisit les abus des gouverneurs dans les provinces, mit en place des mesures pour limiter la corruption et favorisa les intérêts de Pompée et de Crassus. Rome n'était plus gouvernée seulement par le Sénat. Le pouvoir réel était entre les mains des 3 hommes du triumvirat. Cependant, ce pacte était d'une fragilité évidente. Pompée et Crassus se méfiaient l'un de l'autre, et César était le seul à maintenir l'équilibre entre eux. Il savait que, tant qu'il pourrait contrôler leurs relations, son ascension se poursuivrait sans obstacle. Mais César ne se contentait pas de Rome. Son ambition dépassait la politique citadine. Il voulait la gloire, les conquêtes et la reconnaissance absolue. Et la seule manière d'y parvenir était par la guerre. Son prochain mouvement l'emmènerait loin de Rome, vers une terre qui lui apporterait une gloire éternelle, la Gaule. Partie 6. La conquête des Gaules. En l'année 58 avant JC, Jules César n'était plus seulement un politique ambitieux. Il disposait maintenant d'une armée et d'un mandat. Gouverner et pacifier la Gaule cisalpine, la Gaule transalpine et l'Illyrie en tant que proconsul. Mais dans son esprit, il ne s'agissait pas de l'administration pacifique de ces régions, mais d'un objectif bien plus grand, la conquête totale des Gaules. Rome avait dominé le sud de la Gaule, mais le reste du territoire était une mosaïque de tribus guerrières, fières de leur indépendance. Il n'y avait pas un seul roi, mais des dizaines de chefs aux intérêts propres. César y vit son opportunité. S'il réussissait à soumettre les tribus gauloises, sa gloire militaire égalerait celle des grands généraux romains. Le conflit éclata lorsque les Helvètes, une tribu celte, tentèrent de migrer vers des terres plus fertiles. Ils étaient plus de 300 000 personnes, incluant femmes et enfants, et leur avancée menaçait la domination romaine. César ne le permit pas. Il les intercepta à la bataille de Bibracte et les massacra. Les survivants furent obligés de retourner sur leurs terres sous surveillance romaine. Ce ne fut que le commencement. Peu après, César tourna son attention vers les Suèves, une tribu germanique dirigée par Arioviste, qui s'était installée en Gaule. Dans une bataille décisive, César les vainquit et les força à traverser le Rhin. Les Germains eurent une leçon claire. La Gaule était territoire de Rome.
Mais la véritable résistance ne viendrait pas des Germains, mais des Gaulois eux-mêmes. Tribu après tribu, ils tombèrent sous le génie militaire de César. Les Belges, considérés comme les plus valeureux, furent anéantis. Les Vénètes, maîtres de l'Atlantique, furent défaits lors d'une campagne navale innovante. Les Éburons furent pratiquement exterminés pour leur rébellion. À mesure que les victoires de César s'accumulaient, son ambition grandissait. En 55 avant J-C, il prit une décision audacieuse: traverser la Manche et attaquer la Bretagne. Rome n'était jamais allée aussi loin. Ses légions débarquèrent et bien que les tribus britanniques offrirent de la résistance, César réussit à établir un premier contact avec l'île. Ce ne fut pas une conquête totale, mais un coup psychologique. Les Romains savèrent maintenant que même l'océan n'était pas une limite à leur expansion. Mais en Gaule, la guerre n'était pas encore terminée. En 52 avant J-C, les tribus gauloises s'unirent sous un seul chef: Vercingétorix, le chef des Arvernes. C'était un stratège formidable, qui utilisa des tactiques de terre brûlée pour affaiblir les Romains. La lutte culmina à la bataille d'Alésia, où César encercla la ville fortifiée avec un double mur de siège. Les Gaulois, pris au piège, furent défaits. Vercingétorix, voyant la défaite imminente, se rendit. La Gaule était tombée. Après la victoire, César n'imposa pas seulement la loi romaine, mais appliqua une politique de pacification calculée. Certaines tribus furent brutalement punies, d'autres reçurent un certain degré d'autonomie. Il savait que la domination ne s'obtenait pas seulement par l'épée, mais aussi par le contrôle politique et économique. Pour Rome, César avait accompli l'impossible. Il avait conquis un territoire immense, accumulé des richesses incalculables et gagné la loyauté de ses légions. Mais tandis que sa gloire grandissait, à Rome, ses ennemis craignaient son pouvoir. Les guerres en Gaule l'avaient fait devenir l'homme le plus puissant de la République. Mais il devait maintenant faire face à un conflit encore plus grand, la guerre civile contre Rome même. Partie 7. Expansion du pouvoir de César. L'année 52 avant J-C marquerait un tournant dans la vie de Jules César. Après des années de campagne en Gaule, la victoire semblait proche, mais un dernier défi subsistait. Vercingétorix, le chef des Arvernes, avait accompli ce qu'aucun autre chef gaulois n'avait fait auparavant: unir les tribus dans une grande rébellion contre Rome. Sa stratégie était claire et impitoyable: brûler ses propres terres pour priver les Romains de ressources et les obliger à se retirer. Mais César n'était pas un homme qui reculait. La guerre culmina à la bataille d'Alésia. Vercingétorix se réfugia dans la ville fortifiée, confiant que les renforts gaulois viendraient le libérer. César, au lieu de lancer un assaut frontal, encercla la ville avec un double mur de siège. Un encerclement impénétrable. Une muraille vers l'intérieur pour empêcher la sortie des Gaulois et une autre vers l'extérieur pour empêcher l'arrivée de renforts. Pendant des semaines, les assiégés agonisaient de faim. Les renforts gaulois tentèrent de briser le siège, mais César, avec une discipline impeccable, résista. Finalement, les Romains vainquirent. Vercingétorix, défait, sortit d'Alésia et se rendit à César. Sa reddition scella le destin de la Gaule. Rome était maintenant la maîtresse absolue de ses terres. Mais la victoire à Alésia ne fut pas seulement un exploit militaire. Ce fut un moment qui consolida le pouvoir de César comme aucun autre. Ses légions le voyaient comme un leader invincible, un commandant qui ne les avait jamais abandonnés sur le champ de bataille. Ses soldats lui étaient fidèles jusqu'à la mort, un fait qui allait bientôt devenir dangereux pour Rome. Le peuple romain, qui suivait chacune de ses campagnes avec admiration, l'acclamait comme un héros. Ses victoires remplissaient les caisses de l'État de richesses et d'esclaves. Dans les rues de Rome, son nom était répété avec révérence. Mais au Sénat, son succès était perçu avec crainte. Pompéi fut l'un des premiers à ressentir la menace. Autrefois allié de César, il commençait maintenant à prendre ses distances. Pompée avait été l'homme fort de Rome, mais les exploits de César l'éclipsaient. Leur relation, qui était auparavant de convenance, devint une rivalité. D'un autre côté,
Crassus, le troisième membre du triumvirat, avait cherché sa propre gloire en Orient, mais son ambition le conduisit à la ruine. En l'année 53 avant JC, à la désastreuse bataille de Car, son armée fut anéantie par les Parthes, et lui-même fut exécuté. Avec sa mort, l'équilibre du triumvirat disparut. Il ne restait plus que César et Pompée. La tension entre les deux augmentait chaque jour. Pompée, soutenu par le Sénat, commençait à s'éloigner de César et à consolider son pouvoir à Rome. Le Sénat, craignant que César ne revienne à la ville avec son armée, cherchait à freiner son ascension. César avait accompli l'impossible en Gaule, mais à Rome, un conflit encore plus grand se préparait. Une guerre civile était inévitable. Et cette fois, son ennemi ne serait pas un barbare gaulois, mais un Romain. Son ancien allié, Pompée. Partie 8. Les tensions internes et la fin du triumvirat. Le triumvirat qui avait autrefois gouverné Rome d'une main de fer touchait à sa fin. Ce qui avait commencé comme une alliance stratégique entre Jules César, Pompée et Crassus s'effondrait maintenant. Et comme dans toute lutte de pouvoir, la trahison et l'ambition marqueraient dans le dénouement. Le premier coup fatal survint en 53 avant JPACC, lorsque Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome, prit une décision qui allait changer le destin de l'Empire. Non satisfait de son influence sur la politique romaine, il voulut atteindre la gloire militaire. Il chercha son opportunité en Orient, où l'Empire parthe représentait un défi alléchant. Cependant, sa campagne fut un désastre. À la bataille de Carès, Crassus fut complètement défait. Son armée fut détruite, et lui-même tomba aux mains des Parthes, qui l'exécutèrent d'une manière brutale, en lui versant de l'or fondu dans la bouche, une ironie macabre pour l'homme qui avait accumulé une fortune sans limite. Avec la mort de Crassus, l'équilibre du triumvirat fut rompu. Il ne restait plus que deux hommes, César et Pompée. Et Rome ne pouvait avoir deux chefs. Au début, Pompée et César avaient été alliés. Mais au fil des années, leur relation s'était refroidie. Tandis que César accumulait les victoires en Gaule, sa popularité à Rome augmentait de manière imparable. Le peuple l'aimait, ses légions l'adoraient, et ses conquêtes remplissaient les coffres de l'État. Pompée, qui avait autrefois été l'homme le plus puissant de Rome, commençait à se sentir menacé. Le Sénat, craignant l'ascension de César, saisit l'opportunité. Les optimates, la faction aristocratique, voyaient en Pompée leur nouveau protecteur. Jusqu'alors, Pompée avait joué un rôle ambigu dans la politique romaine, mais avec la disparition de Crassus et l'influence croissante de César, il décida de se positionner ouvertement du côté du Sénat. Rome se polarisa. D'un côté, César avec le soutien du peuple et de ses légions, qui lui devaient leur gloire et leur fortune. De l'autre, Pompée, soutenu par le Sénat et l'aristocratie, qui cherchait à freiner un général qui semblait trop ambitieux. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque le Sénat exigea de César qu'il dissolvît son armée et retourne à Rome comme un simple citoyen. Il savait que, sans ses légions, César serait vulnérable. Mais César n'était pas disposé à abandonner son pouvoir sans combattre. La dissolution du triumvirat avait laissé Rome divisée. Deux chefs, deux visions de la République et un seul destin inévitable, la guerre. Rome n'était pas prête à ce qui allait arriver. César n'avait pas non plus l'intention de reculer. Partie 9. Le conflit avec Pompée-Rome était au bord du gouffre. Pendant des années, Jules César et Pompée avaient été alliés. Mais maintenant, ils étaient des ennemis irréconciliables. Le Sénat, craignant l'ascension imparable de César, lui avait ordonné d'abandonner son armée et de retourner à Rome comme un simple citoyen. C'était un piège. S'il obéissait, il serait sans défense face à ses rivaux. S'il désobéissait, il serait déclaré ennemi de la République. César n'avait pas beaucoup d'options. Il savait que son retour sans armée signifiait sa destruction politique, ou quelque chose de pire. Mais César n'était pas un homme qui acceptait les conditions imposées par les autres. Ce n'était pas un homme qui se résignait à perdre. Pendant ce temps, Pompée, soutenu par le Sénat et les optimates, s'était déjà consolidé comme le défenseur de la République.
Mais la République qu'il défendait n'était pas celle du peuple, mais celle de l'aristocratie. À Rome, le climat politique devenait de plus en plus tendu. La ville était divisée. Il y avait ceux qui voyaient César comme un héros, et ceux qui le considéraient comme une menace. Mais alors, arriva le moment décisif. César prit une décision qui allait changer l'histoire pour toujours. En hiver de 49 avant J.C., avec une armée vétéran et loyale, il se dirigea vers le fleuve Rubicon, la frontière entre la Gaule cisalpine et la péninsule italienne. Là, il s'arrêta. Le franchir signifiait une déclaration de guerre contre Rome. Un acte de trahison, un défi direct à Pompée et au Sénat. Ses officiers savaient ce qui était en jeu. S'ils faisaient un pas de plus, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ou ils conquéraient Rome, ou ils mouraient, comme des traîtres. Ce fut alors que, selon la tradition, César prononça les paroles qui scelleraient son destin. Alea iacta et les dés sont jetés. Et il franchit le Rubicon. Par ce geste, il n'avait pas seulement défié le Sénat, mais il avait changé le cours de l'histoire. La guerre civile avait commencé. Rome était condamnée à une lutte interne qui déciderait de son avenir. Deux grands généraux, deux visions opposées, et un seul destin, la domination absolue. Mais César ne comptait pas s'arrêter. Il savait que la guerre ne faisait que commencer, et que le véritable défi restait à venir. Partie 10. La guerre civile. Les premières batailles. La guerre civile était en marche. César avait franchi le Rubicon, défiant le Sénat et Pompée. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. Rome se diviserait en deux camps, et un seul survivrait. Pompée, confiant en sa supériorité, rassembla les légions loyales à la République. Ses forces étaient numériquement supérieures, et il bénéficiait du soutien du Sénat, des provinces orientales, et des armées les plus expérimentées de Rome. César, en revanche, disposait de moins d'hommes, mais possédait quelque chose que Pompée n'avait pas. Des soldats aguerris à la guerre des Gaules, loyaux jusqu'à la mort, et dirigés par un commandant qui n'avait jamais connu la défaite. Les premières batailles furent rapides et décisives. César prit Rome sans résistance, Pompée et le Sénat ayant fui vers le sud de l'Italie. Sans perdre de temps, César marcha sur l'Hispanie, où il vainquit les légions pompéiennes à la bataille d'Ilerda, 49 avant J.C., assurant le contrôle de la péninsule ibérique. Mais la guerre n'était pas terminée. Pompée disposait encore d'une armée formidable en Grèce. César n'hésita pas. Il traversa l'Adriatique avec ses légions et porta la guerre jusqu'à Pompée. En l'an 48 avant J.C., les deux armées s'affrontèrent dans les plaines de Pharsale, en Thessalie. Pompée disposait de plus d'hommes, de plus de cavalerie et du soutien de la noblesse romaine. Il était sûr de la victoire. Ses sénateurs imaginaient déjà le retour triomphal à Rome, où ils jugeraient César comme un traître. Mais Pompée sous-estima son ennemi. César, avec ses légions vétéranes, déploya une stratégie audacieuse. Il profita de l'arrogance de Pompée et le força à attaquer le premier. Lorsque la cavalerie pompéienne tenta d'encercler son flanc, César révéla son atout maître. Il avait caché un groupe d'infanterie experte pour contenir la charge ennemie. D'un seul coup, il déjoua le plan de Pompée. L'armée de Pompée s'effondra. Ses soldats fuirent le champ de bataille, poursuivis sans pitié par les légions de César. Pharsale ne fut pas seulement une victoire, ce fut un massacre. Des milliers de soldats pompéiens moururent ou se rendirent. Pompée, voyant la défaite totale, quitta la Grèce et se dirigea vers l'Égypte, espérant trouver refuge à la cour du pharaon Ptolémée XIII. Mais il fit une erreur fatale. Le jeune pharaon, craignant les représailles de César, décida d'éliminer Pompée avant son arrivée. Le 28 septembre de l'an 48 avant J.C., et Pompée débarqua en Égypte et fut assassiné sur ordre de Ptolémée. Sa tête fut coupée et présentée à César à son arrivée à Alexandrie. Mais au lieu de célébrer, César fut horrifié. Pompée n'était pas seulement son ennemi, mais un consul de Rome. Sa mort n'avait pas été un acte de guerre, mais un assassinat indigne. Avec Pompée mort et ses légions défaites,
César était le seul maître de Rome. Il prit le contrôle absolu du Sénat, domina ses ennemis et devint l'homme le plus puissant du monde. Mais il restait des défis à relever. Et le suivant serait en Égypte, où une nouvelle figure entrerait dans sa vie. Cléopâtre. Partie 11. La poursuite des restes de l'opposition. Pompée était mort, mais la guerre n'était pas encore terminée. Bien que César ait vaincu son plus grand rival à Pharsale, les restes de la faction pompéienne se regroupèrent en Hispanie et en Afrique romaine. Les optimates, ceux qui défendaient l'ancienne République, refusaient d'accepter sa domination. Le Sénat en exil, aux côtés des généraux fidèles à Pompée, rassembla une armée en Afrique. À sa tête se trouvait Métellus Scipion et le roi Juba Ier de Numidie, un allié des Pompéiens. Il disposait d'une armée bien entraînée, d'une puissante cavalerie numide et de l'avantage du terrain. S'ils voulaient restaurer la République, c'était leur dernière chance. Mais César ne leur accorderait aucun répit. En 46 avant JC, il traversa la mer et débarqua en Afrique. Avec une armée moins nombreuse mais composée de vétérans endurcis par des années de campagne, il les affronta à la bataille de Thapsus. La bataille fut un désastre pour les Pompéiens. La stratégie de César, sa rapidité d'attaque et la discipline de ses légions se révélèrent imparables. Métellus Scipion fut défait et se suicida avant d'être capturé. Juba Ier préféra également la mort à la captivité entre les mains de César. L'Afrique, dernier bastion de la résistance sénatoriale, était désormais sous son contrôle. Mais un dernier défi subsistait, l'Hispanie. Là, les fils de Pompée, Cnée et Sextus Pompée, avaient rassemblé une armée avec les restes des légions pompéiennes. Ce n'était pas seulement une guerre de pouvoir, c'était une guerre de vengeance. En 45 avant JC, César marcha sur l'Hispanie pour mettre fin à la résistance une fois pour toutes. La bataille décisive se déroula à Manda. Cette fois, César n'avait pas l'avantage. Les Pompéiens combattaient désespérément, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Pour la première fois de sa carrière, César fut proche de la défaite. Son armée fut encerclée et, à un moment critique, il dut lui-même entrer au combat. Il cria à ses hommes, « Croyez-vous que vous allez me laisser mourir ici ?» Avec ces mots, ses soldats renouvelèrent l'attaque. Finalement, après une bataille brutale, les troupes de Pompée furent anéanties. Cnée Pompée fut capturé et exécuté, et Sextus réussit à s'échapper, bien que désormais dépourvu des forces suffisantes pour défier César. La guerre civile était terminée. Il ne restait aucun ennemi capable de défier son pouvoir. Désormais, avec Rome à ses pieds et sans opposant à l'horizon, César était prêt à devenir quelque chose de plus qu'un simple dictateur. Son destin était sur le point de s'accomplir. Mais au cœur du Sénat, ses ennemis conspiraient encore dans l'ombre. Partie 12. César devient dictateur à vie. La guerre civile était terminée. Il ne restait plus d'ennemis capables de défier Jules César. Ses armées avaient anéanti les derniers Pompéiens en Hispanie, et Rome n'était plus une république au sens traditionnel. Désormais, il n'y avait plus qu'un seul homme au commandement. César rentra à la ville en 46 avant JC, avec un pouvoir absolu, mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Pendant des siècles, Rome avait été gouvernée par des consuls élus annuellement, et un Sénat qui équilibrait le pouvoir. Mais César brisa ce système. D'abord il fut nommé dictateur pour 10 ans. Puis, en 44 avant JCO, il reçut le titre de dictateur à vie. Il n'avait plus de limite de temps, ni de rivaux politiques. Avec son nouveau pouvoir, César entreprit des réformes radicales qui transformeraient Rome. Il mit en place le calendrier julien, un système basé sur l'année solaire, remplaçant l'ancien calendrier lunaire. Ce calendrier, avec des ajustements mineurs, est toujours en vigueur aujourd'hui. Il réorganisa également la distribution des terres, favorisant les vétérans et les plus pauvres. Il réduisit la corruption dans les provinces, limitant les abus des gouverneurs. Il élargit le Sénat, élevant ses alliés et des hommes d'autres régions, affaiblissant ainsi la vieille aristocratie sénatoriale. César projetait également de grandes expéditions. Il voulait conquérir la Parthie, l'empire qui avait humilié Crassus des années auparavant. Ses ambitions allaient au-delà de Rome, son pouvoir n'avait plus de concurrence. Mais sa domination totale
commença à susciter des inquiétudes. La République était habituée à des dirigeants puissants, mais pas à des rois. Lorsque César accepta qu'on lui pose une couronne de laurier d'or au Forum, les alarmes se déclenchèrent. Le titre de dictateur à vie ressemblait trop à roi. Et à Rome, la monarchie était un souvenir honni. Les rumeurs se multiplièrent. César devenait un tyran. Au Sénat, un groupe de conspirateurs commença à se former. Ils ne voulaient pas permettre que Rome devienne le domaine d'un seul homme. Le pouvoir de César était absolu, mais son destin était scellé. Les poignards étaient déjà aiguisés. Partie 13. Les réformes politiques et sociales. Avec la guerre civile terminée et sans rivaux pour défier son pouvoir, Jules César devint l'homme le plus puissant de Rome. Mais son ambition ne se limitait pas à gouverner, mais à transformer le monde romain. Rome n'était plus une simple république dirigée par des sénateurs et des consuls au mandat temporaire. Maintenant, sous l'autorité de César, elle devint une machine d'expansion, de réorganisation et de changement. Un de ses premiers actes en tant que dictateur fut de réorganiser l'administration de Rome et des provinces. Pendant des siècles, la gestion du territoire romain avait été entre les mains de gouverneurs corrompus, qui abusèrent de leur pouvoir pour s'enrichir. César réduisit les privilèges de ses gouverneurs, augmenta la supervision et établit un système plus efficace pour percevoir les impôts. Cela non seulement stabilisait l'économie, mais renforçait également son contrôle sur les provinces. Mais César ne voulait pas seulement gouverner Rome, il voulait l'étendre. C'est pourquoi il lança un ambitieux plan de colonisation, envoyant des milliers de citoyens romains et de vétérans de l'armée vers de nouvelles terres. Il fonda des colonies dans tout le bassin méditerranéen, de l'Hispanie au nord de l'Afrique, et revitalisa des villes comme Carthage et Corinthe, qui avaient été détruites dans le passé. Ces colonies servaient non seulement de centre de contrôle romain, mais assuraient également que les soldats loyaux à César aient des terres et de la stabilité. Au niveau social, sa réforme la plus marquante fut la redistribution des terres. Il savait que les soldats, qui avaient combattu pour lui pendant des années, attendaient une récompense, et pour s'assurer leur loyauté, il leur octroya des terres dans les provinces. Cependant, cette mesure ne fut pas bien accueillie par l'aristocratie sénatoriale, qui y voyait une tentative pour affaiblir son pouvoir et favoriser le peuple. Mais le changement le plus controversé fut la réorganisation du Sénat. Pendant des siècles, le Sénat avait été le symbole de l'élite romaine, dominée par quelques familles patriciennes. César augmenta le nombre de sénateurs de 600 à 900, ajoutant ses alliés, d'anciens soldats et même des habitants des provinces. Pour la première fois, Rome commençait à ouvrir ses portes à ceux qui n'étaient pas d'origine aristocratique. Ces réformes engendrèrent des réactions partagées. Le peuple l'adorait. Ces mesures bénéficiaient aux citoyens ordinaires et aux soldats qui avaient combattu pour Rome. Mais l'élite sénatoriale le haïssait. Chaque réforme qu'il faisait leur enlevait du pouvoir. Chaque colonie fondée était un rappel que César réécrivait les règles. Sa vision était claire. Rome devait cesser d'être une république gouvernée par quelques-uns et devenir un empire sous son commandement. Mais tandis qu'il croyait construire un avenir glorieux, ses ennemis ne voyaient dans ces réformes qu'un danger mortel. Le Sénat ne planifiait plus comment l'arrêter politiquement. Maintenant, il planifiait comment l'éliminer pour toujours. Partie 14. Les réformes du calendrier et de la religion. Dans sa quête pour réorganiser Rome, Jules César ne transforma pas seulement la politique et la société, mais aussi le temps lui-même. La République avait fonctionné pendant des siècles avec un calendrier désordonné et sujet aux manipulations politiques. Chaque année, les prêtres pouvaient ajuster les jours selon les intérêts des puissants, créant confusion et chaos. César comprit que pour gouverner efficacement, le temps devait être maîtrisé. C'est pourquoi, en l'année 46 avant J.C., il entreprit une de ses réformes les plus durables, la création du calendrier julien. Pour y parvenir, il fit appel aux meilleurs astronomes de l'époque, notamment Sosgène d'Alexandrie, qui proposa un calendrier basé sur le cycle solaire, au lieu de l'ancien calendrier lunaire. Le nouveau système établissait une année de 365 jours, avec un jour supplémentaire tous les 4 ans, ce que nous appelons aujourd'hui l'année bissextile. Mais la transition ne fut pas simple.
Pour corriger le décalage du calendrier précédent, l'année 46 avant J.C. dut être étendue à 445 jours, ce qui passa à l'histoire sous le nom de année de la confusion. Cependant, une fois mis en place, le calendrier julien mit fin au désordre chronologique de Rome et, avec quelques ajustements mineurs, resta en usage en Occident pendant plus de 1600 ans. Mais César ne fit pas que réorganiser le temps. Il transforma également la religion à son avantage. Dès sa jeunesse, il avait occupé le poste de pontife Maxime, la plus haute autorité religieuse de Rome. Avec le temps, il concentra de plus en plus de pouvoir dans cette fonction. Sous son règne, la religion cessa d'être entre les mains du Sénat et devint un outil de son gouvernement. Il se proclama descendant direct de Vénus, la déesse de l'amour et la mère d'Énée, le fondateur légendaire de Rome. Cette affirmation n'était pas seulement un acte d'orgueil, mais un message politique. Sa lignée n'était pas seulement noble, mais divine. De plus, il institua de nouvelles festivités en son honneur et restructura le culte d'État pour renforcer son image. En Égypte, où il avait passé du temps avec Cléopâtre, il avait vu comment les pharaons étaient considérés comme des dieux de leur vivant. À Rome, il ne pouvait pas encore se proclamer Dieu, mais il préparait le terrain. Avec le calendrier réformé et la religion sous son contrôle, César avait assuré son influence sur la vie quotidienne de chaque citoyen romain. Mais tandis que le peuple le vénérait, ses ennemis au Sénat voyaient avec horreur son pouvoir croître sans limite. Pour eux, César ne faisait pas que réécrire les lois, il préparait sa propre couronne. Et à Rome, le mot « roi » ne pouvait signifier qu'une seule chose, la mort. Partie 15. Le culte de la personnalité de César. Rome avait connu de grands dirigeants, mais aucun comme Jules César. Son pouvoir était absolu, ses victoires inégalées et sa popularité inébranlable. Mais César ne voulait pas être seulement un gouvernant, il voulait être immortel. Dès qu'il devint dictateur à vie, il commença à construire sa propre légende. À Rome, le pouvoir militaire ou politique ne suffisait pas, il fallait contrôler la perception du peuple. Et César le comprit mieux que quiconque. D'abord, son image commença à apparaître sur les monnaies de la République. C'était quelque chose d'inédit. Auparavant, seuls les dieux ou des figures allégoriques étaient représentés sur la monnaie. Mais maintenant, le visage de César circulait dans tout l'Empire. Chaque achat, chaque transaction, chaque paiement rappelait aux citoyens qui était le maître de Rome. Mais il ne s'arrêta pas là. Des festivals furent institués en son honneur, des temples dédiés à sa grandeur et des statues de marbre le représentant comme un demi-dieu. Le Sénat lui-même approuva le placement de sa statue parmi celles des anciens rois de Rome, un geste que beaucoup considéraient comme un signe de son ambition monarchique. Au Forum, un trône d'or fut érigé pour lui, chose que seuls les dieux étaient autorisés à posséder. Son pouvoir n'était plus seulement politique, il devenait un culte. De plus, il reçut des titres sans précédent. Il fut nommé père de la patrie, dictateur à vie, et il fut même autorisé à porter toujours une couronne de laurier et la toge triomphale pourpre, vêtements réservés aux anciens rois. Pour beaucoup, Rome cessait d'être une république et se transformait en une monarchie déguisée. La machinerie de son culte était en marche. Poètes, historiens et orateurs glorifiaient sa figure. César ne gouvernait pas seulement par l'épée, mais aussi par les mots. Cependant, plus son image grandissait, plus la crainte grandissait parmi ses ennemis. Au Sénat, ses adversaires commençaient à se demander s'il possédait déjà tous les symboles du pouvoir absolu. Combien de temps restait-il avant qu'il ne se proclamât roi? L'adoration du peuple était une arme puissante, mais à Rome, l'histoire avait démontré que ceux qui tentaient de devenir rois ne vivaient pas assez longtemps pour y parvenir. Alors que César recevait des honneurs divins, dans l'ombre se tramait une conspiration. Les hommes, qu'il avait un jour acclamés, lèverèrent bientôt leurs dagues contre lui. Partie 16. L'opposition au sein de Rome. La domination de Jules César sur Rome était totale. Il avait vaincu tous ses ennemis sur le champ de bataille, et son image de leader suprême était consolidée. Il gouvernait sans opposition visible, mais dans l'ombre, le ressentiment grandissait.
L'aristocratie romaine, habituée à partager le pouvoir, voyait avec horreur César concentrer tous les postes à sa personne. Il était dictateur à vie, grand pontife, consul, chef de l'armée et père de la patrie. Chacun de ces titres le rapprochait davantage de la figure d'un monarque, chose que les Romains n'accepteraient jamais. Les secteurs les plus conservateurs du Sénat, les optimates, ne se faisaient plus d'illusions. La République était morte. César avait réduit leur pouvoir à celui de simples conseillers de son gouvernement, obligés de soutenir ses décisions sans les remettre en question. Le Sénat n'était plus le centre du pouvoir à Rome, mais un groupe d'hommes qui obéissaient à la volonté d'un seul homme. Mais ce qui alarma le plus fut l'attitude de César. Ses discours, ses symboles et sa manière de gouverner reflétaient son désir de quelque chose de plus grand que la dictature. Il accepta des honneurs jamais accordés auparavant à un citoyen romain. Sa statue fut placée à côté de celle des anciens rois. Il fut autorisé à porter une diadème de laurier d'or et on lui offrit le titre de impérator à vie. Le Sénat commença à se demander combien de temps restait-il avant qu'il ne se déclarât roi. La peur se transforma en haine. Certains sénateurs croyaient que si César restait en vie, il se proclamerait bientôt monarque. Mais tous n'étaient pas disposés à le permettre. Ils commencèrent à se réunir en secret, formant une conspiration pour l'assassiner. Parmi eux se trouvait Caius Cassius, un ancien général pompéien qui n'avait jamais accepté la victoire de César. Il y avait aussi Marcus Junius Brutus, un homme que César avait traité comme un fils, mais qui croyait encore en la République. Tous deux savaient que le temps pressait. La conspiration prit de l'ampleur. De plus en plus de sénateurs se joignirent à la cause. Tous ne le faisaient pas par conviction politique. Certains craignaient simplement que César ne devienne roi et ne détruise ce qui restait du vieux régime. La décision était prise. César devait mourir. Rome était calme, mais le destin de son leader était déjà écrit. Dans quelques jours, approchait l'Héside de Mars, et avec elle, la dernière trahison. Partie 17. La conspiration contre César. Rome était calme, mais sous la surface, la peur et la trahison grandissaient comme une ombre imparable. Jules César gouvernait avec un pouvoir absolu, et cela terrifiait les défenseurs de la République. Le Sénat, qui pendant des siècles avait été le pilier du gouvernement romain, ne servait plus qu'à ratifier les décisions d'un seul homme. César avait clairement indiqué qu'il n'avait pas besoin de son approbation. Il avait été nommé dictateur à vie, son visage apparaissait sur les monnaies, et ses honneurs rappelaient ceux d'un roi. Pour de nombreux sénateurs, cela était inacceptable. Rome n'avait pas supporté la tyrannie de Tarquin le Superbe pour tomber entre les mains d'un nouveau monarque. Ce fut alors que Caius Cassius, ancien général et féroce ennemi de César, décida que le moment d'agir était venu. Il n'était pas seul. Parmi les sénateurs, nombreux étaient ceux qui craignaient que tôt ou tard, César ne prenne la couronne et ne mette fin à la République. Mais Cassius savait qu'il lui fallait plus qu'un groupe de conspirateurs. Il avait besoin d'une figure qui puisse donner une légitimité au coup d'État. Quelqu'un ayant un lien personnel avec César, un symbole de la vieille Rome. Et cet homme était Marcus Junius Brutus. Brutus n'était pas un sénateur comme les autres. Il était le descendant de Lucius Junius Brutus, l'homme qui avait renversé le dernier roi de Rome. De plus, César l'avait traité comme un fils, le protégeant et lui faisant confiance. Cassius le convainquit de se joindre à la conspiration. Il lui dit que César était en train de détruire la République, que s'il n'agissait pas maintenant, une couronne serait bientôt posée sur sa tête. Brutus hésita, mais finalement, il accepta. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une question de pouvoir, mais de principe. Avec Brutus à ses côtés, Cassius commença à recruter davantage de sénateurs. Au début, ils n'étaient que quelques-uns, mais bientôt, leur nombre augmenta. La conspiration prit forme dans les recoins sombres de Rome, lors de réunions secrètes, loin des yeux des fidèles à César. Jour après jour, la crainte augmentait. Chaque nouvel honneur que le Sénat accordait à César semblait le rapprocher davantage de la monarchie. Les rumeurs disaient que dans les semaines à venir,
le peuple lui offrirait la couronne. Les conspirateurs ne pouvaient pas le permettre. Il n'y avait plus de temps. Ils devaient agir, et ils devaient le faire rapidement. Une date fut fixée. Les Ides de mars. Ce jour-là, César devait se rendre au Sénat sans sa garde personnelle. Ce serait sa dernière visite. Les poignards étaient morts prêts. La République devait être sauvée. Mais ce que les conspirateurs ne savaient pas, c'est qu'en éliminant César, ils déclencheraient le chaos qu'ils redoutaient tant. Partie 18. La mort de César. Le 15 mars de l'an 44 avant JAC, Rome s'éveilla sous une étrange atmosphère. C'était le jour des Ides de mars. Depuis des semaines, les rumeurs circulaient dans la ville. César, l'homme le plus puissant de Rome, le conquérant de la Gaule, le dictateur à vie, devait se présenter ce jour-là au Sénat pour discuter de nouveaux décrets. Mais entre les murs de la Curie, il ne serait pas question de loi ni de réforme. Ce jour-là, l'histoire de Rome allait changer à jamais. Les conspirateurs étaient déjà prêts. Caius Cassius, Marcus Brutus et plus de 60 sénateurs avaient tracé leur plan. Il n'y aurait pas de discours, pas d'avertissement, seulement un acte définitif. Assassiner César avant qu'il ne devienne roi. Dès le matin, les présages étaient étranges. On raconte qu'un voyant l'avait averti. « Garde-toi des Ides de mars ». Même son épouse Calpurnia avait fait un mauvais rêve et lui avait supplié de ne pas sortir. Mais César n'était pas un homme qui craignait les superstitions. Malgré les avertissements, il quitta sa maison et se dirigea vers le Sénat. Les conspirateurs l'attendaient. Lorsqu'il entra, tout semblait normal. Les sénateurs l'entourèrent, échangèrent quelques mots, puis la trahison se déclencha. L'un des conspirateurs tira sa toge, et à cet instant, Casca fut le premier à le poignarder. César, surpris, essaya de résister. Mais ensuite vint un autre coup. Et un autre. Et un autre. Les poignards se plantèrent dans son corps, l'un après l'autre. 23 coups de poignard. La scène fut un chaos. César tenta de se défendre, mais il était encerclé. Du sang sur sa toge, des cris dans la curie. Et alors il le vit. Brutus. Celui qu'il avait protégé, celui qu'il considérait comme un fils. Selon la tradition, c'est à ce moment-là que César, en voyant Brutus parmi ses agresseurs, prononça sa dernière phrase. « Et toi aussi, mon fils ?» Puis, il cessa de résister. Il se couvrit le visage de sa toge et s'effondra aux pieds de la statue de Pompée, comme si l'histoire voulait rappeler que son plus grand ennemi avait été témoin de sa mort. Lorsque tout fut terminé, les conspirateurs laissèrent son corps là, à même le sol, croyant avoir sauvé la République. Mais ce qu'ils avaient réellement fait, c'était d'initier l'effondrement définitif de Rome. César était mort, mais son ombre continuerait à dominer Rome pendant de nombreuses années encore. Partie 19. Les conséquences de sa mort. Le corps de Jules César gisait sur le sol de la curie de Pompée. Les conspirateurs, leurs toges tachées de sang, croyaient avoir sauvé la République. Qu'en un seul coup, Rome redeviendrait libre. Mais ils se trompaient. Dehors, le peuple romain ignorait encore ce qui s'était passé. Les assassins espéraient être accueillis en héros, mais ils ne trouvèrent que de l'incertitude et de la peur. Personne ne célébra leur acte. Rome avait aimé César. Pendant des années, il avait apporté victoire, richesse et réforme. Il avait donné des terres aux soldats, du pain aux pauvres et de la stabilité à la cité. Ses ennemis au Sénat le haïssaient, mais pour le peuple, il était le seul leader en qui il pouvait avoir confiance. Bientôt, la nouvelle se répandit. Le peuple pleurait et criait son nom. Personne ne savait ce qui allait arriver maintenant. Rome était sans leader, et le vide de pouvoir était immense. Alors, Marc-Antoine entra en scène. Il était le lieutenant le plus proche de César, son allié le plus fidèle. Et il n'avait pas l'intention de laisser les assassins s'en sortir impunément. Quelques jours plus tard, le corps de César fut transporté au Forum pour ses funérailles. Marc-Antoine, profitant de la colère du peuple, prononça un discours qui changerait le destin de Rome. Il leva la toge ensanglantée de César et montra ses blessures au peuple.
Il leur rappela tout ce que César avait fait pour eux. La réaction fut immédiate. Les rues de Rome explosèrent de fureur. Le peuple, qui au début était silencieux, criait maintenant vengeance. Les conspirateurs durent s'enfuir. Rome sombra dans le chaos. Marc-Antoine prit le contrôle de la ville, mais il n'était pas le seul héritier de l'héritage de César. Alors apparut Caius Octavius, le jeune neveu et héritier adoptif de César. Il n'avait que 19 ans, mais il portait quelque chose de plus puissant que n'importe quelle armée, le nom de Jules César. Avec Octavien, Marc-Antoine et Lépide formant le second triumvirat, les jours des assassins de César étaient les comptés. Brutus et Cassius furent poursuivis et défaits à la bataille de Philippe en 42 avant J.C. Mais la vengeance ne fut pas la fin. Ce ne fut que le commencement. Les républicains éliminés, le véritable conflit commença entre les propres partisans de César. Marc-Antoine et Octavien, anciens alliés, devinrent bientôt ennemis. Rome entra dans une nouvelle guerre civile. Marc-Antoine s'allia à Cléopâtre en Égypte, tandis qu'Octavien consolidait son pouvoir à Rome. En 31 avant J.C., la bataille d'Actium scella le destin du monde romain. Octavien, le fils adoptif de César, défie Marc-Antoine et Cléopâtre. Avec sa victoire, il ne restait plus personne pour le défier. En 27 avant J.C., il adopta le titre d'Auguste et devint le premier empereur de Rome. La République était morte. Les assassins de César crurent qu'en le tuant, ils sauveraient Rome. Mais tout ce qu'ils réussirent à faire, ce fut d'accélérer sa transformation en empire. Et bien que César fût mort, son héritage vivrait à jamais. Partie 20. L'héritage de Jules César. La mort de Jules César ne sauva pas la République. Bien au contraire. Les hommes qui l'assassinèrent croyaient libérer Rome d'un tyran. Mais ils ne firent qu'accélérer sa transformation en empire. Après son assassinat, la ville fut plongée dans le chaos. Marc-Antoine et Octavien, l'héritier adoptif de César, détruisirent les républicains et prirent le contrôle de Rome. Mais leur alliance ne durerait pas éternellement. Avec le temps, Octave devint le seul détenteur du pouvoir. En l'an 27 avant J.C., il prit le titre d'Auguste et fonda l'Empire romain. Il n'y avait plus de Sénat pour gouverner la ville, ni d'élection pour décider du destin de la République. Rome avait un empereur, et tout commença avec César. Mais son héritage ne se limita pas seulement au pouvoir. Les réformes qu'il avait initiées continuèrent à transformer le monde romain. Son calendrier julien resta en usage pendant plus de 1600 ans, et avec quelques modifications, c'est le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Les colonies qu'il fonda en Hispanie, en Gaule et en Méditerranée devinrent de grandes villes de l'Empire. Beaucoup d'entre elles existent encore de nos jours. Son système d'administration des provinces servit de base au gouvernement impérial. César avait démontré que Rome ne pouvait pas se gouverner seulement depuis le Sénat. Il fallait un leader fort, quelqu'un qui contrôlait tout le système. Et, surtout, il changea l'histoire du monde. Sans lui, Rome n'aurait peut-être jamais cessé d'être une république. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'empereur comme Auguste, Trajan ou Marc Aurèle. Sans lui, l'histoire de l'Occident aurait été complètement différente. Son nom devint un symbole de pouvoir. Le mot César donna naissance à des titres comme Kaiser en Allemagne et Tsar en Russie. Les hommes peuvent mourir, mais les idées, les empires et les noms transcendent. Jules César ne changea pas seulement Rome. Il changea l'histoire pour toujours. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde, et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt frères d'armes.